Libre-échange, attention, on va vous dire, notre prochain invité, il publie un essai ces jours-ci qui s'appelle « Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange », un livre qui paraît chez VLB. Il est sociologue, blogueur, chroniqueur. Simon-Pierre Savard-Tremblay est avec nous en studio pour en discuter. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec grand plaisir. Vous savez, je le disais tout à l'heure au retour du bulletin de 17h, celui qui parle le plus contre le libre-échange en ce moment, c'est le président américain Donald Trump. Êtes-vous dans la même équipe que M. Trump? En un mot, non. Il y a différentes critiques qui peuvent être faites. Puis même M. Trump, on peut dire que c'est très agressif. Hein? C'est de la guerre commerciale. Moi, je suis pas là-dedans du tout. Je pense qu'il y aurait un modèle qui pourrait être pensé pour permettre davantage de souveraineté au peuple, permettre davantage de souveraineté aux États aussi, puis que ça ne soit pas un échange inégal non plus. Oui, c'est ce qui vous dérange de ces grands traités de libre-échange actuellement? Ah ben, justement, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a une explication au niveau du vocabulaire qui doit être faite. Ce qu'on appelle le libre-échange, c'est un principe donc économique de base, donc c'est de dire que on veut que sur les marchandises, il n'y ait pas de tarifs douaniers, donc de favoriser qu'une PME québécoise, par exemple, puisse faire affaire avec le Maine sans trop de difficultés. Qui apparaît ça à quel moment dans notre histoire moderne, à votre avis? Ben, écoutez, c'est dès après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on a appelé le GATT, le G-A-T-T, qui favorisait l'abaissement des marchandises. Mais par la suite, il y a eu un paquet de traités bilatéraux, multilatéraux, par la suite l'Organisation mondiale du commerce. Donc, c'est une histoire assez complexe là-dessus, mais c'est assez ancien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de libre-échange, ce n'est plus du libre-échange. D'ailleurs, le grand économiste Joseph Stiglitz disait ça porte sur bien des choses, mais pas sur le libre-échange, ces nouveaux traités-là, parce que vous avez des milliers et des milliers de pages de documents, de règlements qui sont imposés à tous les signataires, des véritables cages aux morts, pour reprendre ce terme à la mode, qu'on connaît bien au Québec à tout le moins, et des milliers de pages de règlements qui portent sur des domaines qui ne sont même pas directement liés au commerce en soi. Des domaines comme l'environnement, comme le travail, comme les services publics, comme la culture, évidemment. Bon, puis c'est toutes sortes de domaines qui visent une marchandisation totale de ces domaines-là. Donc, une marchandisation totale de nos sociétés. Puis ça me semble extrêmement dangereux. Sans compter qu'il y a des tas d'économies émergentes, surtout, qui n'ont jamais accès à ces échanges-là et qui croulent sous nos marchandises. Ça aussi, il y a une question d'inégalité là. Ben, écoutez, il y a ça évidemment, mais il y a toutes sortes d'avenues qui auraient pu être prises pour favoriser un échange plus juste, qui n'ont pas été empruntées suite à la Seconde Guerre mondiale, là où on dessinait cette espèce de nouveau monde-là dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a le mot dans le titre de votre essai, despotisme, qui est un mot très fort. Expliquez-moi pourquoi vous l'avez choisi. Bon, ben d'abord, dans l'histoire, le despotisme éclairé, comme on l'a appelé, c'est une période où on disait ce sont donc des gens qui ont acquis un pouvoir prépondérant, un pouvoir extrêmement fort entre leurs mains, mais ils sont éclairés, donc ils prennent quand même les bonnes décisions. Laissons-les aller malgré tout. Donc c'est un peu ironiquement que je reprends ce terme-là, au sens où ça me fait penser au débat aujourd'hui sur le libre-échange, qui semble être un débat interdit. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a 2 ans, Pierre-Marc Johnson, premier ministre du Québec au milieu des années 80, qui avait déclaré que si on était contre, parce qu'il était également, il y a 2 ans, négociateur pour le Québec dans l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada, avait déclaré que si on est contre le libre-échange aujourd'hui, on est comme un climato-sceptique ou comme un défenseur de la cigarette. Autrement dit, on nie l'évidence scientifique. Donc, ne nous mêlons pas de ces débats-là. Ils sont trop complexes. Laissons ça entre les mains des experts. Mais moi, je dis au contraire, c'est assez simple au final à comprendre ce qu'il y a là-dedans. Peut-être que le problème n'est pas qu'on ne comprendrait pas comme peuple ce qu'il y a là-dedans, mais peut-être qu'on comprendrait trop. Donc, un des principaux dangers, à votre avis, c'est que l'État va brader sa souveraineté à ces grands... On a vu l'exemple de la Wallonie, où vraiment un petit coin du monde a levé le doigt quand on négociait entre le Canada et l'Europe en disant « Attention, là, nous, on ne veut pas que ça se passe comme ça. » Ben, justement, quand vous parlez de brader la souveraineté, quelque chose de très intéressant, qui paraît complexe, mais qui au final est assez simple, c'est les fameux chapitres de protection des investisseurs. Là, ça semble très juridique, c'est très abstrait, mais ça a des effets extrêmement concrets. Puis d'ailleurs, en ce moment même, c'est en négociation dans l'LNA. C'est le sujet de négociation au moment même où on se parle. Alors ça, ce que ça signifie, c'est que s'il y a un point commun, je vais vous donner des exemples, par exemple, entre une compagnie qui poursuit le Canada, comme ça s'est fait à la fin des années 90, parce que le Canada a décidé de bannir un additif à carburant qui était soupçonné d'être toxique, une compagnie qui a poursuivi le Mexique pour une taxe qui avait été créée sur des boissons gazeuses qui était responsable d'une épidémie d'obésité, et une pétrolière gazière qui a annoncé en 2013 qu'elle voulait démanteler le moratoire québécois sur les forages sous le Saint-Laurent. Le point commun, c'est que c'est tout en vertu d'accords
de libre-échange sur la Qu'elles protection ont pu des le faire. investisseurs. Oui. Ah oui, quand même. Donc, les compagnies des grosses multinationales peuvent renverser la démocratie en mettant les États devant les tribunaux. Elles ne gagnent pas tout le temps, mais selon un rapport de l'ONU, puis ça, je précise d'ailleurs aussi avant, c'est l'ALENA qui a mis ça en place, de telles dispositions en premier, mais par la suite, ça a été imité dans tous les traités par la suite. Ouais. Donc, selon un rapport de l'ONU, dans 60% des cas, la compagnie avait gagné ou était arrivée à une entente à l'amiable. Donc, dans 60% des cas, elle est parvenue à faire fléchir l'État, la démocratie, en totalité 60% ou partiellement, des cas, vous oui, dites. selon le rapport de l'ONU. Ouais. Mais il y a aussi une dimension qui n'est pas prise en compte par ces chiffres-là, et c'est la pression que ça laisse entendre. Par exemple, imaginez comment derrière les ministères, on doit s'auto-censurer en se disant on ne mettra pas en place telle politique qui va dans le sens de l'environnement, de la justice sociale, tout ça. Ben, je vais vous donner un exemple, par exemple. Ça va bien. Je vais vous donner un exemple, notamment une compagnie de cigarettes qui a poursuivi d'une part l'Uruguay, mais aussi l'Australie à cause de ses politiques en matière de tabac il y a quelques années. La compagnie a perdu contre l'Australie devant les tribunaux, mais par contre, pendant les années où il y avait ce procès-là, 3 États, la France, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne, avaient prévu de mettre en place ou de lancer le débat sur des mesures similaires contre le tabac et a reculé. A dit on va attendre de voir parce qu'on ne veut pas, nous aussi, se retrouver devant les tribunaux. Est-ce que le protectionnisme est le seul antidote à ces grands traités de libre-échange? Pas du tout. Puis même, c'est là-dessus la fameuse question, justement, du vocabulaire. Ce pourquoi je tenais à faire un peu de pédagogie tout à l'heure là-dessus, c'est de dire que c'est un débat entre protectionnisme et libre-échange ou entre ouverture commerciale et fermeture. Ça fait juste le jeu de ceux qui négocient ces nouveaux traités-là dans le silence et dans le secret le plus complet. Parce que le vrai débat, on est tous pour le libre-échange, on est tous pour le commerce, on est tous pour les échanges entre les peuples, entre les nations, entre les États, entre les entreprises, etc., tout ce que vous voulez, mais à condition que le pouvoir démocratique reste au rendez-vous. Votre essai s'appelle « Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange », écrit par Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui était mon invité, publié chez VLB Éditeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Ici Jean-Sébastien Bernatchez. Ce soir, à l'heure du monde, on vous emmène à Medicine Hat, une ville albertaine qui s'était donné comme objectif il y a 10 ans de mettre fin à l'itinérance sur son territoire et qui aujourd'hui peut dire mission accomplie. Nous verrons comment elle s'y est prise. L'autoroute Ville-Marie, Yves, comment ça se passe? Oui, ben c'est parce qu'on avait cet accident, là, 2 véhicules impliqués, Ville-Marie-Ouest, c'est juste vers la sortie pour Robert Bourassa ou Université. Donc, mais les voitures sont sur l'accotement. Il y a un auditeur qui m'a appelé. Ils sont vraiment collés sur le muret. Alors, ça dérange pas trop, mais on devra fermer certainement une voie lorsque la dépanneuse va arriver. Ça va prendre une dépanneuse. Ville-Marie-Ouest, donc, pour la sortie Robert Bourassa. 13 Sud, avant la sortie pour la 20 Ouest, attention, un camion en panne, voie de droite, 13 Sud pour 20 Ouest. Et là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'on a dans l'échangeur Saint-Pierre, là aussi, une voiture en panne. C'est dans la bretelle 20 Ouest pour la 138 Ouest pour le Pont-Mercier. Merci Yves. Je sais